Récemment, j'ai publié une vidéo en réponse à la ministre Caroline Proulx, qui déclarait devant la Cour supérieure « Dieu ne réécrira pas les lois au Québec ». Dans cette vidéo, j'avais mentionné la notion de loi naturelle, l'idée que certaines vérités morales sont inscrites dans la nature humaine elle-même et peuvent être connues par la raison, indépendamment de tout vote ou décret. Réponse d'une spectatrice apparemment jeune et branchée, la loi naturelle, WTF. Parfait. Parce que justement, si vous trouvez ça bizarre ou dépassé ou mystérieux, cette vidéo est pour vous. On va démystifier ça ensemble. Et je vous promets que d'ici 7 minutes, vous allez comprendre pourquoi cette idée est non seulement sérieuse, mais incontournable. Tout commence avec une question qui a hanté les premiers philosophes grecs. D'un côté, Héraclite, vers 500 ans avant Jésus-Christ, observe que tout est en mouvement, tout change. Vous ne pouvez pas entrer 2 fois dans le même fleuve. Rien n'est stable. Tout coule. De l'autre, Parménide soutient l'inverse. Le changement est une illusion. Ce qui existe, existe. Ce qui n'existe pas, n'existe pas. Or, le changement impliquerait que quelque chose passe du non-être à l'être, ce qui est impossible. Donc, tout est un, immuable, identique. Les deux ont l'air complètement fous. Et pourtant, ils pointent vers quelque chose de réel. D'un côté, le monde change, effectivement. De l'autre, il y a quelque chose de permanent. Vous êtes la même personne qu'à votre naissance, même si chaque cellule de votre corps s'est renouvelée. Platon tentera de réconcilier ces deux extrêmes avec sa théorie des formes. Oui, le monde sensible change, mais il participe à des réalités éternelles et immuables qui lui donnent son intelligibilité. Ce sont les formes. Un beau tableau, une belle personne, une belle musique, ce qui les rend beaux, c'est leur participation à la beauté en soi, qui, elle, ne change pas. C'est brillant, mais ça laisse un problème. Dans le système de Platon, le monde matériel reste fondamentalement inférieur, presque irréel. La réconciliation est incomplète. C'est Aristote, l'élève de Platon, qui va résoudre le problème. Et sa solution s'appelle l'illémorphisme, du grec ilé, la matière, et morphé, la forme. L'idée est simple et révolutionnaire à la fois. Les choses concrètes ne sont pas de la matière pure, ni des formes pures. Elles sont une composition inséparable des deux. Prenez une balle de caoutchouc. La matière seule, le caoutchouc, n'est pas la balle. La forme seule, la sphéricité, la souplesse, n'est pas non plus la balle. Vous ne pouvez pas faire rebondir de la rondeur dans un couloir. C'est l'union des deux qui constitue la balle. Et voici ce qui est crucial. Une chose a une forme essentielle, ce qui la fait être ce qu'elle est. Et c'est en référence à cette forme qu'on peut dire qu'une chose fonctionne bien ou mal, qu'elle s'épanouit ou qu'elle se dégrade. Avec Héraclite, Aristote reconnaît que les choses changent. Avec Parménide, il reconnaît que quelque chose de stable persiste à travers le changement, la forme substantielle, l'essence ou la nature. Et contre Platon, il affirme que cette forme n'habite pas un monde séparé. Elle est présente ici-bas, dans les choses concrètes. Le monde ordinaire, les arbres, les animaux, les êtres humains, est pleinement réel. Pour comprendre complètement une chose, dit Aristote, il faut répondre à 4 questions. Ce sont les 4 causes, et tout le monde les utilise intuitivement, même sans le savoir. Reprenons notre balle de caoutchouc. Première question, de quoi est-elle faite? C'est la cause matérielle, le caoutchouc. Deuxième, quelle est sa structure, sa forme? C'est la cause formelle, sphérique, solide, souple. Troisième, qui l'a fabriqué? Qu'est-ce qui l'a mise en existence? C'est la cause efficiente. L'usine, les ouvriers. Quatrième, et c'est la plus importante, à quoi ça sert? Quelle est sa finalité? C'est la cause finale, servir de jouet à un enfant. Ce dernier point, la cause finale, le télos en grec, est absolument central. Saint Thomas d'Aquin dira que la cause finale est la cause des causes. C'est parce qu'une chose a une fin qu'elle a la forme qu'elle a. Le cœur a des ventricules et des oreillettes parce que sa fin est de pomper le sang.
Enlevez la finalité et vous ne comprenez plus rien, ni le cœur, ni l'œil, ni l'être humain. Or, la philosophie moderne a précisément voulu se débarrasser de la cause finale. On a décrété que la science n'avait besoin que de causes matérielles et efficientes. Mais, comme le montre Edward Feser dans La dernière superstition, ou The Last Superstition, ce n'était pas une découverte, c'était une décision arbitraire et elle a engendré des catastrophes philosophiques dont on subit encore aujourd'hui les conséquences. Voici maintenant un argument philosophique, décisif et souvent négligé. Si tout n'est que matière, si l'esprit n'est qu'un arrangement de molécules, si les idées ne sont que des processus chimiques dans un cerveau, alors la connaissance devient impossible. Pourquoi? Parce que pour que vous connaissiez un triangle, il faut que votre intellect saisisse la triangularité, l'essence, la forme, la nature même du triangle, et non seulement ce triangle particulier, dessiné en craie sur ce tableau particulier. Dans la conception aristotélicienne, c'est la même forme qui existe dans la chose et dans l'intellect qui la connaît. C'est ce qui rend la connaissance réelle possible. Si tout est réduit à des atomes heurtant d'autres atomes, si les concepts ne sont que des réactions neurochimiques, il n'y a plus de vraie connaissance, seulement des processus causaux aveugles. Le matérialiste pur ne peut pas vraiment affirmer qu'il connaît la vérité parce que son cerveau connaissant n'est lui-même qu'un mécanisme sans fenêtre sur l'universel. Mais l'autre extrême, l'idéalisme pur, qui dit que tout est esprit ou représentation mentale, ne fonctionne pas non plus, car si tout n'est qu'idée, d'où vient le changement réel? D'où vient la résistance du monde? D'où vient que le réel ne se plie pas à nos désirs? L'illémorphisme d'Aristote offre le seul chemin viable. La forme rend la connaissance possible, la matière rend le changement et la résistance du réel intelligible. Un point important. Tout ce qu'on vient de voir, l'illémorphisme, les quatre causes, la finalité inscrite dans la nature, ce n'est pas de la théologie, c'est de la métaphysique, c'est de la philosophie rationnelle, accessible à n'importe qui, croyant ou non. Aristote était un philosophe grec, pas un père de l'Église. Mais voici ce qui est intéressant. Cette métaphysique rend possible ce que le scientisme, la croyance que seule la science empirique peut nous donner la vérité, rend impossible. Elle ouvre la porte à une vraie métaphysique, à des questions sur l'être, la cause, la finalité. Et une fois cette porte ouverte, les preuves classiques de l'existence de Dieu, notamment celles que Edward Feser développe en détail dans son livre La dernière superstition, deviennent à nouveau pertinentes et rationnellement défendables. Un premier moteur immobile, une cause première non causée, un être dont l'essence est l'existence même. Ce n'est pas un saut de foi, c'est une conclusion philosophique. Mais même si vous n'allez pas jusque-là, même si vous restez sur le plan purement naturel, la métaphysique aristotélicienne suffit à fonder une éthique objective et universelle. C'est la loi naturelle. Voici maintenant comment tout cela s'applique aux débats les plus brûlants de notre époque. La loi naturelle dit ceci. Les êtres ont une nature, une forme essentielle et des fins qui découlent de cette nature. Le bien pour un être, c'est l'épanouissement de sa nature. Le mal, c'est ce qui s'y oppose. Pour l'être humain, être rationnel, corporel, social, certaines fins sont inscrites dans sa nature même. La vie, la raison, la procréation, la famille, la communauté. L'avortement supprime délibérément un être humain en développement. Ce n'est pas une opinion religieuse, c'est un constat biologique éclairé par la métaphysique. L'embryon humain possède la forme substantielle de l'être humain et donc sa dignité propre. L'euthanasie, présentée comme compassion, instrumentalise la mort et brise le lien de soins et de confiance sur lequel repose toute médecine digne de ce nom. Elle traite la vie humaine comme une ressource dont on peut disposer quand elle semble trop coûteuse. La transidentité, dans sa version idéologique contemporaine, prétend que le sexe biologique est dissociable du genre ressenti, que le corps n'a aucun sens propre, aucune finalité inscrite. C'est exactement le contraire de l'illémorphisme. C'est prétendre que la forme,
le sexe biologique, ne dit rien sur la nature de la personne. Aristote aurait répondu que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est un être sans tenir compte de sa forme substantielle. Ces débats ne sont pas des questions de goût ou de sensibilité. Ce sont des questions philosophiques dont les réponses découlent logiquement de la métaphysique. Revenons à la spectatrice. La loi naturelle, WTF, je la comprends. On nous a tous appris que la morale, c'est affaire de sentiments, de valeurs personnelles, de consensus social, que rien n'est vrai en éthique, que tout est relatif. Mais voici la question qu'il faut poser. Si ce n'est pas la loi naturelle, sur quoi repose la morale? Sur l'émotion? Les émotions changent. Ce qui révulse une génération fascine la suivante. Sur le consensus? Les majorités ont légalisé l'esclavage. Les majorités ont voté pour des régimes génocidaires. Le nombre ne crée pas la vérité. Sur la science expérimentale décrit ce qui est sans pouvoir dire ce qui doit être. Sans fondement objectif, la morale se réduit à une chose, le rapport de force. Celui qui a le pouvoir définit le bien. Et pour que ça passe, il faudra l'enrober d'un discours humaniste de droit, de compassion, mais au fond, c'est du pouvoir masqué de vertu. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Une élite hypocrite impose ses normes morales, non pas au nom de la vérité, mais au nom de la bonne direction de l'histoire. Et ceux qui résistent, comme les chrétiens, comme les pro-vie, sont traités non pas comme des gens qui ont tort, mais comme des ennemis à éliminer. Un nihilisme de fond, recouvert de bons sentiments. C'est ça l'alternative à la loi naturelle. La loi naturelle, elle, dit simplement « la vérité existe, la nature humaine a un sens et nos lois ont intérêt à s'y conformer. » Non pas parce que Dieu va les réécrire, mais parce que la réalité finit toujours par présenter la facture. Je suis Georges Bouchemy pour Campagne Québec Vie. Merci d'avoir regardé. En passant, le livre d'Edward Feser dont il est question dans cette vidéo et qui explique en détail les fondements de la loi naturelle, donc la dernière superstition, a été traduit en français par Campagne Québec Vie et est disponible sous le titre « La dernière superstition ». Il est disponible sur Amazon et sur le site de la boutique de Campagne Québec Vie. Les liens sont dans la description. Merci.